La fosse des Mariannes, dans l'ouest de l'océan Pacifique, est l'endroit le plus profond de notre planète. Si tu jettes une pierre dans l'eau, elle parcourra 11 000 mètres avant de toucher le fond. Mais contrairement à ton corps, la pierre traversera cette expérience sans subir de dommages. Après tout, l'immense pression qui augmente à mesure que l'on descend dans les profondeurs ne l'affecte pas. Mais alors, qu'arriverait-il à ton corps tout au fond de la fosse des Mariannes ? Mets tes palmes, nous allons plonger. Et retiens ton souffle. Tu te trouves à 1,5 mètre sous la surface. Et c'est encore assez agréable. Tu es habitué à cette profondeur, par exemple quand tu plonges dans une piscine ou à la plage quand tu vas regarder tous ces poissons exotiques qui nagent près du fond. Mais tu veux vraiment atteindre le point le plus profond de la fosse des Mariannes, le Challenger Deep. Alors tu continues. 10 mètres, c'est là que tu commences à ressentir un certain malaise. La pression exercée sur ton corps a doublé. Tes oreilles et tes poumons sont un peu douloureux. C'est parce que nous avons de nombreuses poches d'air dans notre corps. Et avec la pression, ces poches rétrécissent en volume et tu peux le sentir. Mais ne t'inquiète pas, tes organes ne sont pas faits de métal. Ils sont assez flexibles pour supporter une pression encore plus grande. Ce dont tu devrais plutôt t'inquiéter à cette profondeur, c'est du requin blanc. S'il te choisit pour son dîner, ta situation sera bien plus problématique. Tu ferais donc mieux de continuer à descendre. Environ 20 mètres sous la surface, c'est là que tu auras besoin d'une lampe de poche et de bouteilles de plongée car tu vas manquer d'air. Les rayons du soleil n'atteignent presque plus cette profondeur et il fait assez sombre. Du coup, tu commences aussi à avoir froid. Et si tu mettais une combinaison thermique comme le font généralement les plongeurs ? Voilà, c'est mieux maintenant. Mais même si tu as plus chaud, tes oreilles commencent à être douloureuses. Très douloureuses. Et tes poumons ont rétréci de près de 3 fois leur taille normale. Cela peut être risqué pour un plongeur non entraîné. Mais tu es plutôt courageux et maintenant tu te trouves déjà à 30 mètres de profondeur. Seuls les plongeurs professionnels vont jusque-là sans équipement. La pression ici est 3 fois plus élevée qu'à la surface. Tu sens quelque chose de bizarre dans ton corps, une sensation inédite pour toi. Et c'est à cause de ta bouteille de plongée. L'air comprimé à l'intérieur est principalement composé d'azote, 78%, et d'oxygène, environ 21%. Mais à cette profondeur, l'azote devient un peu toxique. Il peut te faire des choses étranges. Par exemple, tu peux oublier que tu es sous l'eau et enlever ton masque à oxygène. Mais si tu prends des bouteilles contenant davantage d'oxygène, le vertige et les autres sensations qui l'accompagnent passeront. 60 mètres sous la surface, la pression y est 7 fois plus élevée que sur la terre ferme. Maintenant, même l'oxygène devient dangereux pour toi. Tu dois respirer un gaz contenant de l'hélium. Une chute brutale à une profondeur de 214 mètres. Ce niveau est le record mondial de plongée en apnée. Herbert Nietzsche a un jour réussi à atteindre cette profondeur sans équipement ni bouteille de plongée. À cette occasion, on lui a décerné le titre de l'homme le plus profond de la Terre. En 2012, il a essayé de battre son propre record et a plongé à une profondeur de 253 mètres. Mais cela ne s'est pas bien terminé et il a eu des problèmes de santé. Mais même si tu avais suivi un entraînement pour retenir ta respiration aussi longtemps, tu aurais quelques petits problèmes. À cette profondeur, tu dois recommencer à regarder autour de toi parce que la circulation peut être très dense. Tu te trouves sur le chemin des sous-marins et tu risques d'en croiser un d'un peu trop près. Encore quelques mètres et tu auras atteint la limite moyenne de tolérance pour le corps humain. Mais une expérience en laboratoire a démontré que nous sommes capables de résister à une pression encore plus grande. L'expérience se déroulait ainsi. Un plongeur entrait dans un caisson spécial de la taille d'une pièce. Les chercheurs y ont simulé une pression comparable à celle que l'on trouve en plongée profonde. De cette façon, ils découvrirent qu'une personne entraînée pouvait tolérer une pression similaire à celle qui règne à une profondeur de 500 mètres. Mais le plongeur n'a pas pu juste sortir du caisson et agir normalement une fois l'expérience terminée. À haute pression, l'azote, l'hélium et d'autres gaz s'accumulent dans le corps. Et si l'on revient à une pression normale d'un coup, ces gaz forment des bulles. Les conséquences sont extrêmement désagréables. C'est le moins que l'on puisse dire. Tu dois donc faire une ascension graduelle à partir de cette profondeur. De cette façon, les gaz peuvent quitter ton corps de façon naturelle. Parfois, la descente ne dure que quelques minutes, mais la remontée s'étend sur plusieurs heures. La sécurité passe avant tout. Bon, maintenant, tu dois mettre une combinaison spéciale, sinon tu ne pourras pas plonger plus profondément. Elle peut te protéger jusqu'à une profondeur de 700 mètres. La combinaison est étanche et la pression à l'intérieur est exactement la même qu'à la surface. Mais bientôt, cette protection ne te suffira plus. Tu auras besoin d'autre chose pour continuer ta descente. Et c'est le sous-marin Triton 6600.
Maintenant que tu es assis à l'intérieur d'une grande machine en fer, tu as l'impression de conduire une voiture. Sauf que ce véhicule vaut 5,5 millions de dollars. Tu ne voudrais pas l'abîmer, n'est-ce pas? Alors, fais attention. Tu as atteint une profondeur de 2010 mètres. Ne songe même pas à sortir du sous-marin. La pression y est 200 fois plus élevée qu'à la surface. Ton corps ne survivrait pas dans ces conditions. Il reste encore près de 9150 mètres avant d'atteindre le fond de la fosse des Mariannes. Si tu t'y téléportais, une énorme colonne d'eau d'environ 11 km de haut t'écraserait de toute sa force. Ta petite visite se terminerait avant même d'avoir commencé. Même un sous-marin pressurisé ne peut résister à ce genre de force. Les grosses machines en métal y éclatent comme des ballons. Jusqu'à présent, nous n'explorons le fond de la fosse des Mariannes qu'à l'aide de robots et de drones. L'une de ces machines s'appelle Nereus. Il s'agit d'un véhicule sous-marin autonome construit spécialement pour la plongée sous-marine. Il peut résister à une pression 1000 fois supérieure à celle qu'on trouve à la surface et atteindre une profondeur de près de 11 000 mètres. En mai 2009, Nereus est arrivé au fond du Challenger Deep, le point le plus profond connu sur notre planète. Grâce à cette machine et à ses 2 caméras, nous avons pu découvrir ce qui se passait dans cet abîme. Mais des humains sont également descendus jusqu'au Challenger Deep. En 1960, le bathyscaphe Trieste y a touché le plancher océanique. Le vaisseau transportait 2 membres d'équipage. Malheureusement, ils ne pouvaient pas bien voir ce qui les entourait. Il n'y avait qu'une petite fenêtre dans le bathyscaphe. Il fallait que la structure du vaisseau soit très solide. Pour résister à cette incroyable pression, les parois de fer du bathyscaphe faisaient 13 cm d'épaisseur. Mais quand les explorateurs ont atteint le fond de l'océan dans le Challenger Deep, une des vitres de leur fenêtre s'est fissurée. Heureusement, le vaisseau a quand même pu passer environ 20 minutes à cette profondeur avant de remonter à la surface. Mais certaines créatures sont capables de vivre dans de telles conditions. La limace de mer des Mariannes, par exemple, vit à une profondeur de 7300 mètres. Même le fond de la fosse des Mariannes est habité. Des bactéries et des virus y vivent. Ils sont habitués aux basses températures et aux hautes pressions. Et leur nourriture est constituée de toutes sortes de matières organiques qui tombent au fond de l'océan. Les gens aussi pourraient survivre dans des conditions extrêmes, par exemple dans l'espace. Le vide y règne. Contrairement à ce que l'on croit généralement, il n'y fait pas froid, et c'est un environnement moins dense que l'air ou que l'eau. Pour cette raison, tu n'y perdrais ta chaleur corporelle que très lentement. Mais tu peux faire une expérience, normalement l'eau bout à 100 degrés Celsius. Imagine ceci, tu places un verre d'eau dans un caisson spécial et tu réduis progressivement la pression. Plus elle est basse, plus basse sera la température à laquelle l'eau doit bouillir. Tu es composé à 70% d'eau, et comme l'espace est un vide presque absolu, la pression y est extrêmement basse, proche de 0. Maintenant, songe à ce qui arrivera à ton sang très liquide. Je te laisse imaginer les conséquences. De plus, tes organes internes gagneraient en volume. Mais ce ne serait pas un problème, tes tissus sont flexibles et peuvent tolérer une telle expérience. Ton plus grand problème serait le manque d'oxygène. Sans air, tu perdrais rapidement connaissance. Quoi qu'il en soit, si les secours parvenaient jusqu'à toi en moins de 2 minutes, tu t'en sortirais. Mais il existe des organismes qui peuvent survivre dans ces conditions. Une espèce de bactérie a vécu dans l'espace près de la Station spatiale internationale pendant 3 ans. Le vide et le manque d'oxygène ne dérangent pas ces créatures. Elles ont même réussi à survivre à un fort rayonnement solaire. Elles méritent vraiment le titre de bactéries les plus résistantes du monde. C'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Noyé dans l'obscurité et à des kilomètres sous l'eau, cet environnement extrême abrite des créatures et des phénomènes hors du commun. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Pas étonnant qu'elle soit si difficile à explorer. En raison des conditions particulièrement risquées, les gens ne peuvent pas découvrir cet endroit sans tout un équipement adapté. Mais que se passerait-il si on y lançait une boule d'acier ? Commençons par l'essentiel. Comment a-t-on découvert ce gouffre extrêmement profond dans l'océan ? Le HMS Challenger l'a repéré en 1875. Le navire disposait d'un équipement assez sophistiqué pour l'époque, mais il était loin d'être assez performant pour permettre l'exploration complète de la fosse. Quelques décennies plus tard, en 1951, un autre navire, le HMS Challenger 2, est revenu sur les lieux mieux préparé. Le navire était doté d'un échosondeur et a pu prendre des mesures précises de ce qui semblait être le point le plus profond de la surface de notre planète.
Si l'on observe en 2D, on constate que la tranchée mesure en moyenne 2400 km de long et 69 km de large. Lorsqu'on l'observe d'en haut, elle ressemble à une cicatrice en forme de croissant. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, non ? Eh bien, si on tendait un fil depuis la surface de l'océan jusqu'au point le plus profond de la fosse, on obtiendrait une longueur stupéfiante de 11 km. Si nous étions capables de déplacer physiquement le mont Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pour recouvrir la fosse des Mariannes, cela ne serait toujours pas suffisant. Il manquerait encore environ 1,5 km. La fosse des Mariannes est tellement profonde qu'elle est presque entièrement plongée dans l'obscurité, car la lumière a du mal à atteindre des distances aussi extrêmes sous l'eau. La température n'est pas non plus très accueillante, quelques degrés seulement au-dessus du point de congélation. Mais la caractéristique la plus dangereuse de toutes est la pression de l'eau. Au point le plus profond de la tranchée, elle y est environ 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique standard. Très peu de personnes ont déjà tenté de descendre dans la fosse des Mariannes. En fait, la première tentative organisée a eu lieu il y a plus de 60 ans. Elle a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh dans un submersible. Ils n'ont mis que 5 heures environ pour descendre et ont passé à peine 20 minutes au fond. Hélas, ils n'ont pas pu prendre de photos, jusqu'à ce que ces deux scientifiques parviennent à descendre. Les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que peu ou pas de chances que la vie puisse exister là-dessous, étant donné les conditions, notamment la pression extrême. Mais alors qu'ils étaient au fond, le projecteur du submersible a repéré une créature. Et de fait, c'était une créature toute plate. Comme tu peux l'imaginer, les ressources sont très rares ici. Quel genre de créature peut bien habiter là en bas ? Et comment font-elles pour survivre, compte tenu de la rudesse de l'environnement ? Étonnamment, la faune et la flore de la fosse des Mariannes sont assez prolifiques. Certaines de ces créatures se nourrissent de substances chimiques pour survivre, comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres types de poissons s'alimentent de créatures marines plus faibles qu'eux dans la chaîne alimentaire. Les êtres vivants les plus communs que l'on trouve ici sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. Certains d'entre eux se sont adaptés en renforçant peu à peu leur coquille grâce à l'aluminium tiré de l'eau de mer. Des créatures plus petites, comme les microbes, ont évolué en absorbant des émanations chimiques émises lorsque l'eau de mer frappe les rochers sous-marins. Mais la star de la région en termes de faune et de flore, selon les scientifiques, c'est la limace de mer des Mariannes. Elle est petite, de 8 à 23 cm, translucide et dépourvue d'écailles, mais c'est le prédateur principal de la zone. Il n'est pas étonnant que certaines personnes aient commencé à croire que l'ancien mégalodon pourrait encore vivre ici. Tu te demandes peut-être ce qu'était un mégalodon. C'était le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En fait, le plus grand et le plus méchant requin qui ait jamais vécu. Les scientifiques pensent qu'il a disparu depuis un bon moment, et l'idée qu'il puisse encore se cacher dans la fosse des Mariannes n'est pas franchement argumentée. Le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Il aurait dû être bioluminescent ou évoluer pour avoir des yeux énormes. De plus, en raison de sa taille comparable à celle d'un bus scolaire, ce monstre des océans aurait eu besoin de beaucoup de nourriture. Les microbes et les petits escargots n'auraient pas fait l'affaire. Alors, si une bille d'acier était lâchée dans la fosse, quel serait son effet sur celle-ci ? La boule serait-elle assez solide pour supporter une telle pression ? Examinons les aspects scientifiques de la question. Si nous supposons qu'il s'agit d'une grosse bille d'acier, la pression exercée au fond de la fosse ne serait pas suffisante pour l'affecter réellement et causer de vrais dégâts. Il lui faudrait cependant 12 bonnes minutes pour atteindre le fond de l'océan. Et la température alors ? Eh bien, il s'avère que la différence de température entre la surface et le fond de la fosse est assez impressionnante. Cela devrait donc faire rétrécir un peu la bille. Mais de nouveau, une fois que la bille serait remontée à la surface, elle retrouverait tout simplement son état normal. Cela dit, si elle devait rester coincée là, il faudrait répondre à une autre question intéressante. La corrosion l'affecterait-elle ? La corrosion de l'acier dépend fortement de la quantité d'oxygène dans l'eau. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau reste constante à des profondeurs supérieures à 5 km. Je vais t'épargner les calculs, mais il faudrait plus de 10 000 ans pour que notre bille d'acier rouille complètement sous la mer. Évidemment, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il nous faudrait à nous, les humains, pour pouvoir survivre à des profondeurs aussi extrêmes. Voyons ce qui a été utilisé dans le passé pour explorer ce lieu mystérieux.
Une petite chose appelée mousse syntactique. Pourquoi ? Parce que c'est le seul matériau qui peut à la fois flotter et résister à la pression ambiante. Sans cette sorte de protection, nos poumons ne survivraient pas longtemps. De plus, la pression de l'eau enverrait du liquide dans nos bouches, remplaçant ainsi l'oxygène dont nous avons tant besoin par de l'eau. Enfin, il faudrait absolument être capable de revenir à la surface rapidement si les choses ne se passaient pas comme prévu. L'un des appareils qui a déjà effectué une plongée profonde ici était lesté avec des poids d'acier de 450 kg pour lui permettre de couler. Ces poids étaient reliés au navire par un type de fil spécial dont la durée de corrosion dans l'eau de mer était augmentée de 11 à 13 heures, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu et qu'il devrait remonter à la surface en urgence. Étant donné les conditions difficiles qui règnent ici, le problème de l'approvisionnement en oxygène est également crucial. Tout véhicule souhaitant descendre dans la fosse des Mariannes devra envisager un dispositif permettant de recycler l'air afin de réduire la quantité d'oxygène à transporter. Et le dernier problème, mais non le moindre, serait l'électricité. Il n'y a évidemment pas de prise de courant en bas pour charger ton téléphone. Il faut donc que la batterie ait une autonomie suffisante pour assurer toutes les fonctions nécessaires. Communication, approvisionnement en oxygène, dispositif d'éclairage, etc. Mais aucun de ces problèmes ne semble plus être vraiment un défi, puisque depuis peu, il est possible de faire une excursion jusque dans la fosse des Mariannes. 3 chanceux ont participé à ce projet en 2020. Ils ont été immergés dans une sphère en titane de 9 cm d'épaisseur. Cela leur a permis de ne ressentir aucun changement de pression, ni aucun stress physiologique. Chacun des passagers a effectué un voyage individuel d'une durée estimée à environ 14 heures. La descente elle-même a duré plus de 4 heures. Une fois... Oh, regarde, une pluie de météorites. Non, c'est une blague, mais ce serait chouette, non ? Si tu es fan de pleine lune, il y en a une qui arrive très bientôt. Le 28 mars pour être exact. La lune entière s'illuminera sous nos yeux, car elle sera située en face de la Terre et éclairée par le soleil. Cela devrait nous garantir une nuit inoubliable. Quand on la regarde bien, on peut dire qu'elle ressemble à une énorme boule de neige suspendue dans le ciel. Certaines tribus indigènes de l'hémisphère nord de notre planète ont dû penser la même chose. C'est pourquoi ils l'appelaient la lune de neige lorsqu'elle était grande et pleine. Si tu as un télescope, ne manque pas les 9 et 10 mars, car 3 planètes seront alors alignées pour ton plaisir esthétique. De haut en bas, tu verras Jupiter, puis Saturne et enfin Mercure. Selon la précision de ton télescope, il y a de fortes chances que tu puisses voir des détails de ces 3 planètes. Ajuste un peu ton télescope et les voilà! C'est presque comme si elles n'étaient pas à des milliards de kilomètres les unes des autres. Mais ce n'est pas tout, elles seront aussi visibles à l'œil nu. Cela signifie que tu n'auras même pas besoin de télescope. Tu les verras probablement sous la forme de 3 points blancs et brillants dans le ciel. Tu devras regarder au sud-est environ une demi-heure avant le lever du soleil et tu les verras. Tu as envie d'une douche relaxante ? Pourquoi pas plutôt une pluie de météorites ? Cette fois, tu peux garder ton télescope rangé et tu n'as pas à t'inquiéter si tu manques 1 ou 2 de ces pluies, car il y en aura plusieurs cette année et elles seront d'ailleurs assez bien réparties dans le temps. Prends ton calendrier et mets un rappel sur ces mois. Tu peux choisir entre avril, août, octobre, novembre et décembre. Certains mois ont même 2 pluies au lieu d'une seule, comme octobre et novembre. Choisis le mois et le jour qui te conviennent. Et si c'est déjà l'hiver, n'oublie pas de prendre une bonne couverture. Tout ce que tu as à faire ensuite, c'est de regarder le ciel toute la nuit, en attendant que la pluie arrive. Si tu n'as pas envie d'attendre, mets un réveil pour te réveiller au milieu de la nuit. Attention, Mercure vient droit sur toi! Ne t'inquiète pas, elle est toujours là-haut, mais juste un peu plus près que d'habitude. Le 17 mai, elle sera à sa plus grande élongation orientale, ce qui signifie qu'elle sera plus facile à observer. Juste après le coucher du soleil, dirige ton regard vers le ciel à l'ouest et essaie de trouver la planète. Cela se reproduira le 4 juillet, mais cette fois-ci, il faudra regarder à l'est. Tu auras peut-être besoin d'une boussole. Commence ta journée tôt le matin, juste avant le lever du soleil, avec une vue magnifique sur Mercure et une tasse de café chaud si tu en as envie. Si tu ne la vois toujours pas ce jour-là, essaie encore le 14 septembre ou le 25 octobre. Que se passe-t-il lorsque la Lune perd sa couleur blanche naturelle ? Cela se produira quelques jours après la première représentation de Mercure, le 26 mai. Cela s'appelle une éclipse lunaire totale. La Lune va s'assombrir progressivement, comme si quelqu'un la recouvrait de peinture rouge foncé, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement cette sorte de couleur rouille que tu peux voir ici. Tout le monde ne pourra pas la voir, sauf si tu es en croisière dans l'océan Pacifique ou en voyage en Extrême-Orient.
Si tu te trouves à côté de la tour de Tokyo, tu auras de la chance. Elle sera visible dans tout le Japon. Et si tu te trouves dans la partie ouest de l'Amérique du Nord, tu pourras aussi voir le changement de forme de la Lune. Enfin, pas tout à fait un changement de forme, elle ne va pas se transformer en loup-garou ou quoi que ce soit. Ce sera plutôt un changement de couleur. Maintenant, imagine un énorme trou noir. L'événement astronomique suivant ressemble un peu à ça. Le 10 juin, pendant l'éclipse solaire annulaire, la Lune sera à son point le plus éloigné de la Terre. Ce faisant, elle finira par masquer la plus grande partie du Soleil, ne laissant qu'une petite partie de sa courbure à notre vue. Si tu regardes le ciel à ce moment-là, depuis le Canada ou la Sibérie orientale, tu ne verras qu'un énorme anneau de lumière. Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas dire que c'est la Lune qui se trouve là-bas, car elle sera de la même couleur que l'espace, c'est-à-dire une absence totale de couleur, ou juste un noir très profond. Et cet anneau que tu verras, c'est la lumière du Soleil. Puisqu'on parle d'anneaux, parlons de celui de Saturne. Cette planète a tout, des anneaux bien sûr, mais aussi et surtout 80 de lunes. C'est comme si chaque année, de nouvelles lunes sortaient de nulle part. Le 2 août, la planète aux anneaux sera à son point le plus proche de la Terre. Et le Soleil nous aidera à la voir en l'illuminant. Non seulement elle sera plus brillante que pendant le reste de l'année, mais elle sera aussi visible toute la nuit. Ce sera le moment de ressortir ton télescope. Un télescope de taille moyenne devrait faire l'affaire, si tu veux voir ces anneaux et certaines de ces lunes. En tout cas, celle qui brille le plus. Une autre planète qui se rapproche est Jupiter. Cette fois-ci, ce sera le 19 août. Le même phénomène se produira. Le Soleil se reflètera sur la face de la grande planète, à la différence que cette fois, si tu as ne serait-ce qu'une bonne paire de jumelles, tu pourras voir les 4 plus grandes lunes de la géante gazeuse. Bien qu'elles ressembleront à de simples petits points, tu sauras maintenant ce qu'ils sont vraiment. Tu te souviens de ces pluies de météorites dont nous avons parlé tout à l'heure ? Eh bien, celle-ci est la plus conséquente qui soit. On l'appelle la pluie de météorites des Perséides. Et on dirait presque que le ciel est une machine à sous. Sauf que ce ne sont pas des jetons qui tombent, mais des météorites. Pendant cette pluie particulière, tu pourras même observer jusqu'à 60 météorites par heure, et elles seront très brillantes. Les meilleurs jours pour se mettre à l'aise, s'allonger sur l'herbe et regarder le ciel nocturne seront les 12 et 13 août. Habituellement, quand ces 2 journées arrivent, le ciel est sombre et clair. C'est parfait pour une pluie de météorites. Imagine une lune légèrement rouge. C'est ce qu'on appelle l'éclipse lunaire partielle, et elle aura lieu le 19 novembre. Cette même lune rouge va devenir de plus en plus sombre en se déplaçant dans l'ombre de la Terre, mais elle ne sera pas visible pour tout le monde. Voici la Terre. Marque les endroits dont tu pourras observer cette éclipse lunaire partielle. D'abord l'Asie orientale, puis le Japon. L'océan Pacifique est aussi inclus dans cette liste, mais à moins que tu n'aies un voilier, tu n'y seras probablement pas. Ensuite, ce sera autour de l'Amérique du Nord, du Mexique, de l'Amérique centrale et enfin, de l'ouest de l'Afrique. Prends tes lunettes d'éclipse et prépare-toi pour la dernière éclipse solaire de l'année. Ce sera la plus belle car la lune va bloquer le soleil pendant presque 2 minutes. Tu pourras voir la couronne du soleil, presque fantomatique, aussi appelée atmosphère extérieure. Malheureusement, ou heureusement, tu devras te trouver en Antarctique ou dans l'Atlantique Sud. Fais attention là-bas, il paraît qu'il fait un peu froid.